Bonjour à tous. Alors, voir 10 licornes françaises réaliser leur intro en bourse à Paris d'ici à 2025, dont 2 avec une valorisation supérieure à 5 milliards d'euros, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement il y a quelques semaines, qui souhaite créer des conditions de marché propices à l'intro en bourse pour accompagner les entreprises dans les années à venir. Alors, quid de la FinTech dans tout ça? On va en parler avec nos 3 intervenants que je suis ravie d'accueillir. Je vais commencer par celui qui est le plus proche de moi. Donc, Jérôme Hervé, qui est directeur listing PME et ETI chez Euronext. Mathieu Calleux, qui est CEO de Calyptus, donc, qui dirige l'agence de communication financière Calyptus, qui conseille plusieurs fintechs, dont Dalenis depuis son IPO en 2016 jusqu'à sa sortie de bourse en 2017, ou encore Deposit Solutions en non-coté. Et Sébastien Ribeiro, qui est fund manager de Amiral Gestion. Et messieurs, c'est à vous. Mathieu, je vais te laisser la parole pour un peu nous introduire l'étude que vous avez menée avec Calyptus sur les fintechs et la bourse. Merci Bluen. Donc effectivement, on sort aujourd'hui en exclusivité pour Finov une étude de perception, une étude qualitative qui a pour thématique les fintechs et la bourse. On s'intéresse aux fintech chez Calyptus et on est à un moment particulier où, par rapport à ce qu'on a entendu à la table ronde précédente, ce qui était dit sur les valorisations, la bourse est aujourd'hui plus compétitive finalement pour les émetteurs et pour les émetteurs du secteur fintech. Et donc on a voulu interroger les investisseurs sur qu'est-ce qui pouvait freiner ou au contraire favoriser le développement du secteur en bourse. On a interrogé pour ça 15 investisseurs, donc c'est une étude qualitative, on n'a pas un panel de 50 ou 100, mais c'est suffisant par rapport aux objectifs. Et parmi ceux-là, donc c'est d'un côté des gérants valeur moyenne, et des analystes financiers qui composaient le panel. Merci Mathieu. Donc, la perception qui ressort de cette étude, c'est que le secteur fintech est peu représenté en bourse, méconnu des investisseurs, surtout les gérants de portefeuille qui ont parfois du mal à définir ce que c'est qu'une fintech. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, effectivement, c'est le premier enseignement. Hein, c'est qu'on pourrait penser que cette population qui fait partie intégrante du secteur financier a une connaissance assez pointue des fintechs. Ça n'est pas le cas. Les investisseurs valeur moyenne sont des généralistes. Ils couvrent tous les secteurs. Ils voient plusieurs centaines de sociétés par an. Et donc, il faut faire preuve d'une grande pédagogie à leur égard. Il y en a certains qui nous disaient, qui assimilaient fintech et biotech. Pour eux, on était dans le même niveau de risque. Bon, alors c'est quand même pas tous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas appelé que 15 personnes, on en a appelé plutôt 25 ou 30, mais qu'il y en a beaucoup qui ont considéré qu'ils n'étaient pas légitimes pour répondre à ça parce que voilà, ils n'étaient pas spécialistes du secteur fintech. Donc la conclusion de tout ça, c'est si vous êtes une fintech, vous décidez de rentrer en bourse, pédagogie, modèle, il faut vraiment rentrer dans l'explication. Et en effet, je pense que Jérôme peut un peu nous confirmer ça, sûrement un avis sur la question chez Euronext. Oui, tout à fait. Effectivement, concernant les fintechs en bourse, je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses. La première, et je vais vous les livrer les 2, c'est que effectivement, on pourrait se gargariser à se dire qu'on a un super secteur fintech en bourse avec une petite trentaine de fintech parmi les plus belles qu'on peut compter en Europe, avec des géants comme Adyen, Allfunds, Worldline, mais également pas mal de petites et moyennes valeurs, notamment des bourses directes, ABC Arbitrage, mais également des sociétés encore plus petites. Et c'est là où je voudrais quand même vous passer un message, c'est que la bourse ne s'adresse pas que à des très grandes entreprises. Ça, c'est la partie la plus médiatique, mais il y a également en Europe, sur Euronext, à peu près 1500 PME, ETI cotées de tous les secteurs. On compte à peu près 800 sociétés technologiques et qui sont en très grande partie des PME, des ETI. Et un jour, certaines d'entre elles deviennent des
des grandes capitalisations. Donc effectivement, on pourrait se gargariser à se dire que c'est super, mais en réalité, 28 sociétés fintech en bourse sur à peu près 2000 sociétés cotées sur Euronext qui représentent à peu près 87 milliards sur 6 000 milliards de capitalisation boursière cumulée, ça fait à peine 2%. Donc c'est un secteur qui est encore assez peu représenté, effectivement. C'est pas assez, mais ça s'explique assez logiquement parce qu'en fait, le secteur des fintech lui-même, coté ou non coté, il est quand même relativement récent dans l'histoire. On a quelques premières fintech qui sont entrées en bourse en 99 avec Bourse Direct et ABC Arbitrage. Mais les principales fintech qui sont aujourd'hui cotées en bourse, elles sont entrées ces quelques dernières années. Et d'ailleurs, les plus grandes d'entre elles, les Adyen, Nexi, Allfunds, sont rentrées les 3-4 dernières années. Donc en fait, c'est une filière qui est en train d'arriver et on en attend beaucoup d'autres dans les prochaines années. Et il y en a beaucoup qui s'y préparent. Merci. Si je peux juste ajouter un complément par rapport à ce que vient de dire Jérôme, c'est que en fait, l'existence de ce secteur, même s'il est petit, fait qu'il y a, je vous ai parlé des gérants généralistes, mais il y a aussi des analystes qui, eux, sont spécialisés avec des verticales chez les brokers, des verticales fintech, et voilà, une petite dizaine d'analystes qui, eux, connaissent plutôt très bien le secteur. Justement, on va prendre l'avis du gérant. Non, mais je suis effectivement assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Après, il n'y a pas de fatalité ni de désamour de la bourse pour les fintechs, hein, mais c'est effectivement que c'est un secteur assez récent. Ça a été dit à l'intervention précédente. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'avoir un modèle économique établi ou en tout cas avec une bonne vision pour venir en bourse. Il ne faut pas brûler les étapes. Sur l'aspect compréhension des gérants du secteur, je suis évidemment d'accord avec Mathieu et ce qui est ressorti de l'étude. En revanche, c'est logique, c'est parce qu'il y a peu de représentants. C'est tout un écosystème à structurer et ça se fera au fur et à mesure que les sociétés viendront. Il n'y a pas de barrière en soi à ce qu'il y ait des fintech, plus de fintech en bourse. Je veux dire, sur la compréhension des sociétés, enfin, on est tous souvent utilisateurs, ou en tout cas, on rencontre ces acteurs dans notre vie de tous les jours. C'est des mécanismes qu'on arrive assez bien à comprendre. Et effectivement, sur ce qui a été dit, il faudra faire un travail de pédagogie, mais en fait d'évangélisation. Donc c'est vraiment... mais ça, c'est vrai pour tous les secteurs. C'est présenter vos modèles, choisir des messages simples, et puis arriver avec une proposition de valeur qui est claire et crédible. Mais, donc en effet, la fintech a l'air un peu sous-représentée, parce que elle est plus dure à analyser. Mathieu, il y a des critères spécifiques. Alors on a posé la question aux investisseurs, effectivement, quels étaient les critères, et est-ce que c'est des critères classiques que vous appliquez à tous les secteurs, ou est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour le secteur de la fintech? Les réponses sont unanimes. En priorité, les critères classiques sont utilisés, c'est-à-dire un DCF, il faut qu'on puisse projeter les flux et les actualiser. Et puis tous les autres critères classiques qui vont s'appliquer, toutes les autres grilles d'analyse. Ceci étant, bien sûr, ils vont intégrer aussi ce qui leur permet d'apprécier la particularité des fintechs, en particulier le côté récurrent qui est très apprécié par les investisseurs, donc des critères comme l'ARR, le taux de rétention, ils vont regarder ça. Et puis il y a aussi des critères extra-financiers qui ressortent, qui sont très importants parce que ça va leur permettre d'apprécier le risque réglementaire, qui est revenu beaucoup dans les interviews, risque qui peut être positif aussi, parce que ça peut être une barrière à l'entrée. Ça peut être le risque de fraude aussi, et ils vont regarder aussi le risque social, bien sûr, puisque c'est un enjeu énorme pour vous en termes de recrutement et de fidélisation. En effet, on parlait critères en effet, financiers. Je sais que Sébastien, quand on a préparé le panel, vous avez insisté pas mal sur le qualitatif aussi, et les critères d'un autre... Non, effectivement, le financier est important, mais au-delà de ça, ce qu'il faut que vous arriviez à faire comprendre à vos investisseurs, c'est ce qui vous anime, ce qui a fait de vous, enfin, ce qui a fait que vous vous êtes lancé, votre stratégie, votre vision à long terme. Parce que même si vous arrivez avec un modèle économique établi, vous aurez probablement des difficultés dans votre vie, qu'elle soit boursière ou en non-cotée. Vous aurez forcément à pivoter, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc en fait,
Ce qui est le plus important là-dedans, c'est la culture d'entreprise. Hein. C'est aussi savoir pourquoi les gens viennent travailler dans votre entreprise. C'est tous ces éléments-là, à la limite, j'allais dire plus, mais en tout cas presque autant que les éléments financiers qui sont importants et qu'il faut arriver à transmettre. Parce qu'encore une fois, un investissement en bourse, c'est de l'investissement long terme. Venir avec un beau PNL et des guidance agressifs, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose, mais venir avec un projet qui est bien ficelé, qui est bien vécu, enfin qui est bien animé, représenté, incarné, c'est au moins aussi important. En effet, parfois il y a aussi l'équipe qui compte pas mal, on l'entend souvent. Jérôme, il y a un sujet de vulgarisation aussi que vous menez. Oui, totalement. En fait, que ce soit pour les fintechs ou tous les secteurs d'activité, et en particulier dans la tech en général, un constat, c'est que souvent, les investisseurs ne vont peut-être pas souscrire au monde des IPO parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour comprendre ces modèles qui sont très innovants. Et donc, en fait, il y a un vrai enjeu déjà que les entrepreneurs expliquent de manière claire les choses extrêmement compliquées qu'ils peuvent faire, et aussi en fait qu'ils préparent les investisseurs suffisamment longtemps en amont. Il ne s'agit pas de se présenter en bourse avec un communiqué de presse et ensuite vous avez 2 semaines pour investir. Il faut finalement commencer à rencontrer des investisseurs le plus tôt possible, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire avec Euronext Tech Leaders, dont Amiral Gestion est partenaire, d'essayer de faire en sorte que les entrepreneurs et les gérants se rencontrent suffisamment longtemps en avance, qu'ils apprennent à se connaître, et pour voir des 2 côtés s'il y a un intérêt mutuel à ce que les sociétés viennent en bourse, est-ce qu'elles sont prêtes et est-ce qu'elles seront bien accueillies. Donc effectivement, il y a un grand jeu de pédagogie, d'explication et de connaissances mutuelles en fait. Merci. En effet, vous parlez on parle de timing aussi pas mal. Et quand on parle de timing, la question aussi de la rentabilité revient souvent. Est-ce qu'il faut attendre en fait d'être rentable ou pas pour entrer en bourse? C'est une vraie question. Sébastien, est-ce que vous pouvez avoir votre avis là-dessus? Non, il n'y a pas de cas. Hein. Si vous êtes rentable, n'hésitez pas à venir en bourse. Et si vous ne l'êtes pas, il faut quand même venir. Mais effectivement, si vous ne l'êtes pas, il va être question de se projeter. Alors, bravo à tous ceux qui arrivent à faire des projections sur 3, 5, 10 ans. Moi, c'est un concept encore sur lequel j'ai du mal. Et encore une fois, je reviens sur l'aspect de la culture. C'est qu'il va falloir qu'on comprenne votre marché adressable, la taille de ce marché, votre capacité à le pénétrer, à dresser des barrières assez fortes. Et après, on se posera la question de la rentabilité. Et en fait, tout ça, pour se projeter sur un marché adressable et sur des positions futures, il faut qu'on soit convaincu que vous ayez la bonne vision, la bonne stratégie. Donc, encore une fois, moi, je suis plus intéressé par savoir pourquoi vous avez les talents dans votre équipe, pourquoi ils vous rejoignent, quel est le projet que vous avez, que par votre EBIT à 5 ans. Donc oui, on peut venir quand on n'est pas rentable, et les aspects qualitatifs prendront toute leur importance. Mathieu, elle ressort quoi de l'étude à ce sujet? Oui, les investisseurs qu'on a interrogés confirment ça. D'ailleurs, Sébastien en faisait partie. C'était même le premier à répondre à notre enquête. Alors, il y en a un qui nous a répondu: si je devais attendre que les boîtes soient rentables, je ne ferais plus jamais aucun investissement. Donc, c'est clair qu'à N-1 ou N, ils n'attendent pas de la rentabilité. En revanche, en termes de timing, le chiffre de 3 ans revient assez régulièrement. Donc ils veulent avoir de la visibilité sur une rentabilité à moyen terme. Et ils veulent que cette visibilité soit claire et non spéculative. Et pour ça, ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils aimeraient bien pouvoir avoir des infos assez détaillées, faire la distinction entre les opérations qui, elles, sont rentables, et puis les investissements de croissance en marketing, en développement, en structuration, et faire la part des choses pour pouvoir finalement mieux analyser les modèles. Et comment ça se passe côté Euronext? Je partage tout à fait le constat. Hein. Aujourd'hui, on a des sociétés extrêmement grandes, extrêmement rentables qui entrent en bourse, mais la grande majorité des sociétés qui entrent en bourse, elles viennent justement pour financer un plan de croissance, et elles ne sont pas encore rentables nécessairement. Enfin, il y en a quand même qui sont rentables, mais elles ne le sont pas toutes. Mais ce qui est important, comme on le disait, c'est de pouvoir démontrer
aux investisseurs qu'on a une vision claire et un plan très établi de comment est-ce qu'on va devenir rentable dans un horizon relativement certain. Et c'est ça qui est extrêmement important, de pouvoir dérisquer le modèle. Effectivement, le monde du VC est extrêmement important dans les premières étapes de croissance d'une société, mais les investisseurs en bourse, ils veulent arriver à un moment où le modèle économique est stabilisé et on peut avoir une trajectoire claire de croissance. Ils veulent justement arriver au moment où la société est en train de changer de dimension. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils investissent dans les IPO, parce qu'ils pourraient très bien acheter des sociétés déjà cotées du CAC 40, mais ils veulent des histoires de croissance, parce que c'est là où ils vont faire des rendements et des performances extraordinaires, contrairement à des sociétés déjà beaucoup plus matures, où ils vont aller chercher des rendements plus raisonnables. Donc en effet, le modèle, c'est un choix stratégique. Et du coup, la prochaine question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut être disruptif ou collaboratif avec les banques? C'est la question. Alors effectivement, on a posé cette question au panel de répondants. On leur a demandé si ils préféraient une fintech qui concurrence les banques ou une fintech qui va collaborer et compléter l'offre. Et là, même si au départ, ils nous disaient, je ne connais pas du tout le secteur, ils avaient tous des visions assez claires sur la question. Et c'est assez partagé, en fait. C'est la seule question sur laquelle il n'y avait pas de consensus. On est à peu près à 50-50. Donc il y a les moins averses au risque qui nous disent, non, ben nous, c'est dans la disruption qu'il y a de la valeur, c'est là-dedans qu'on veut investir. Et puis d'autres qui nous disent, non, pour atteindre la taille critique, pour arriver à se développer, on veut des fintechs collaboratives. Et c'est là-dedans qu'on veut investir. Sébastien? Je ne sais pas trop si c'est collaborer ou disrupter. En tout cas, si c'est remplacer les banques, un des secteurs digitaux les plus avancés, c'est le e-commerce. Et Amazon, aussi fort soit-il, ils n'ont pas remplacé le commerce retail physique. Donc voilà, par contre, ils l'ont disrupté. Donc effectivement, moi, je pense qu'il faut identifier dans le parcours bancaire global d'une société, d'un individu, là où la proposition de service, c'est encore une fois, c'est une notion de service, de proposition de service, est la moins bonne et essayer de l'améliorer. Vous avez ce matin United qui a annoncé avoir levé 60 millions d'euros. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont vu un segment, un pan du marché qui n'était pas ou mal adressé par les banques. Ils s'y sont mis et c'est là, il faut s'intégrer en fait. Enfin, je pense qu'il faut s'intégrer dans ce système bancaire et vraiment, ce qui est clé, c'est la proposition de service. Quand on voit un United qui arrive avec une vraie proposition de service, quelque chose qui n'est pas aujourd'hui adressé, par exemple un Robinhood dont on a parlé, où là, la proposition de service est à mon sens un peu plus aléatoire. Robinhood, j'aime bien dire que c'est un peu le Candy Crush pour la bourse. C'est quelque chose qui rend l'investissement en bourse un peu addictif, mais dont la proposition de valeur va pas beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment ça, c'est s'intéresser, bien réfléchir à sa proposition de valeur. Et pour moi, je pense que le mieux, effectivement, c'est de l'intégrer dans le système bancaire classique, quoi. Jérôme, on a des cas comme Boursorama ou Bourse Direct, on peut opposer. Oui, c'est vrai que Boursorama et Bourse Direct sont des exemples assez intéressants parce qu'on a des deux côtés des sociétés qui sont entrées en bourse, puis finalement Boursorama qui a fini par s'adosser au groupe Société Générale. Aujourd'hui, on a deux leaders français sur le courtage boursier en ligne. D'un côté, un Bourse Direct qui est indépendant et qui s'oppose à l'offre des banques, et Boursorama qui s'est adossé à un grand groupe et qui offre lui aussi une offre concurrente des grandes banques, mais tout en appartenant finalement à 100% à la Société Générale. Donc les deux sont possibles. Donc en effet, on a quand même l'impression que le modèle collaboratif a un peu moins sa place en bourse. C'est un peu la question de la fin et la question, c'est ce que finalement la bourse, elle sera remplacée un jour par une fintech. Si je peux me permettre de répondre, j'ai envie de dire... la bourse est une fintech. Chez Euronext, ça fait 34 ans que les flux de transactions financières sont totalement digitalisés. La corbeille physique s'est terminée depuis 1988. Donc en fait, Euronext est une fintech. Et d'ailleurs, on a des centaines d'ingénieurs qui travaillent en permanence et on investit énormément pour continuer à moderniser, développer cette technologie. Et d'ailleurs, on la commercialise, cette technologie. Il n'y a que 5 grandes bourses au monde qui possèdent la technologie boursière. Il y a Euronext, il y a le Nasdaq, il y a le New York Stock Exchange, Deutsche Börse et le London Stock Exchange. Et toutes les autres places boursières dans le monde achètent cette technologie boursière à une de ces 5 grandes places. Et donc on développe notre propre technologie,
mais on en achète aussi. Et d'ailleurs, Nexi, qui est une société fintech italienne qui est cotée sur Euronext, vient de vendre cette semaine certains actifs technologiques à Euronext. Donc en fait, nous-mêmes, on fait du M&A. Et donc, vous, entrepreneurs fintech, vous pouvez réfléchir à vous financer en VC, à faire du M&A ou un jour vous introduire en bourse. Les trois nous intéressent sur Euronext. Mathieu, qu'ont répondu rapidement, la réponse à cette question, on attendait des réponses un peu farfelues, mais au contraire, tout le monde a pris cette question très, très au sérieux. Et ce qui ressort de ça, c'est que en fait, régulation et centralisation vont de pair, et que pour les investisseurs, on doit garder une forme, si on considère que FinTech, c'est synonyme de décentralisation, on doit garder cette forme de centralisation pour garder la confiance du marché. Merci beaucoup, Sébastien, pour terminer. Non, mais effectivement, je suis assez d'accord. Euronext a évolué comme une fintech parce qu'elle a été disruptée. Il y a eu des tentatives de disruption auxquelles il fallait répondre. Donc, ils ont évolué. Après, à voir comment la blockchain et la décentralisation agiront. Mais pour moi, encore une fois, je pense que ça s'intégrera dans un schéma global où chacun prendra une part du marché et répondra en fait à des usages bien particuliers à un moment donné. Merci, l'avenir nous le dira. On espère de belles intros en bourse de FinTech prochainement. Merci, messieurs. Timing parfait. Merci à vous.